Bienvenue dans Rétrospective, épisode 7. À 70 ans, quand je me retourne, je me rends compte de la chance que j'ai eue de ne m'être privé de rien et de m'être laissé porter comme ça par les opportunités. J'ai rencontré des gens merveilleux. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre Francis. Francis est musicien, compositeur, auteur, parolier et plein d'autres choses encore. C'est un artiste brillant qui a vécu des choses incroyables et qui a eu la chance de travailler avec les plus grands. Et moi aussi j'ai de la chance parce qu'il a gentiment accepté de témoigner dans mon podcast. Vieillir, c'est vraiment un sujet sur lequel il a énormément de choses à dire et d'expériences à partager. Il va entre autres nous raconter pourquoi le jour de ses 20 ans l'a marqué, nous parler aussi de tous ses amis qui sont partis avant lui, nous confier son ressenti sur une société qu'il a vu changer et évoluer et dans laquelle il a dû s'adapter face à la nouvelle génération. Il va d'ailleurs nous lire un texte qu'il avait écrit à ce sujet. Mais je ne vais pas tout vous dévoiler et je vais vous laisser écouter son témoignage. Avant ça, je dois vous dire que cet épisode a été enregistré à distance pour les raisons que vous connaissez. Très bonne écoute à tous et on se retrouve après l'épisode. Je m'appelle Francis Basset, j'ai 70 ans. Je mesure 1m85 et je pèse 90 kilos. Je précise ces choses qui peuvent paraître un peu superflues, mais ça a de l'importance pour la suite de mon récit et pour l'attitude que je peux avoir par rapport à l'âge ou la vieillesse qui arrive, ce genre de choses. Voilà, je commencerai par une citation de Groucho Marx qui dit qu'un vieux, c'est un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Donc c'est vrai, c'est un peu ça. Mon parcours est assez particulier, non pas que je veuille être original, mais depuis que j'ai quitté l'école, le lycée, en 68, où j'ai pas eu mon bac, je crois que je suis le seul à pas l'avoir eu en 68, parce que je jouais au Rock'n'Roll Circus. Je faisais partie d'un groupe et voilà. Et je suis arrivé aux épreuves de français en stop, donc c'était difficile. Et donc depuis toutes ces années, j'ai toujours vécu de la musique d'abord, parce que j'étais guitariste, chanteur dans des groupes rock. Et après, j'ai fait des bals, des casinos avec mon meilleur ami et compositeur qui s'appelait Frank Langolf. Et mon métier, en fait, c'est d'être parolier au départ et auteur en général. Tout ça fait que mon parcours est particulier et que l'âge ne m'a pas pénétré ni obsédé comme des gens qui ont un travail normal, entre guillemets, et qui, avec le point de mire de la retraite, des choses comme ça, des marqueurs qui font qu'ils puissent se dire attention, je vieillis, et trucs comme ça. En fait, je n'ai rien vu venir. Étant donné que j'étais toujours avec des gens jeunes, toujours sur des projets, toujours me remettre en question. Euh, on- j'ai pas eu le temps de voir les années passer. Donc j'ai commencé à écrire des chansons. J'avais 28 ans. J'ai écrit pour Sylvie Vartan. J'ai fait deux ou trois albums pleins avec elle. Delpech, Florent Pagny, Roch Voisine, Patricia Cass. Enfin, j'ai écrit pour tout le monde. Et pour le Canada aussi, avec Isabelle Boulay et Roch Voisine, donc, et plein de gens comme ça. Et donc je n'ai pas eu conscience de la vieillesse. J'ai été distrait par mon métier. Voilà. Donc je n'ai pas eu la routine. Je pense que la notion de routine entame beaucoup et donne des repères péjoratifs à l'âge. Toute cette période remuante m'a exempté de ce cliché de la vieillesse. Je ne me suis pas senti vieux. J'ai parlé de mon poids et de ma taille tout à l'heure. C'est assez important parce que, en fait, j'ai toujours fait du sport. Je me suis jamais laissé aller, contrairement à mes amis du show business
qui ont touché après aux substances, à l'alcool, au joint, à la cocaïne, des choses comme ça. Et moi, j'ai toujours eu peur de tout ça. Je voulais garder ma lucidité. Et donc, je me suis préservé. Ça m'a sauvé, ce qui fait que je suis un survivant par rapport à tous mes amis, dont mon meilleur ami Franck Langhoff, avec qui j'ai fait toutes les chansons qui me font vivre encore. Toutes ces années ont passé normalement sans qu'à un moment donné je puisse me dire tiens, c'est bizarre, le regard des autres, comme on disait du temps de Delarue, il y avait toujours ce gimmick-là, le regard des autres. En fait, je m'en foutais complètement du regard des autres, puisque c'était dans ma tête que ça se passait, et que mon allure n'était pas, je me marchais pas sur le ventre, et j'avais pas de problème de santé. Voilà. Même encore maintenant, j'ai plein de gens de ma génération, quand ils dînent ou quand ils déjeunent, ils ont leur assiette encerclée de petites pilules de toutes les couleurs. Moi, j'ai pas ça du tout. Donc c'est pour ça que c'est très particulier mon rapport à la vieillesse. Cependant, un jour, il y a eu la mort de mon ami Langhoff, donc qui m'a secoué et qui m'a fait un électrochoc, parce que il correspondait à toute ma jeunesse, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'enfermait dans le studio pour écrire une chanson, en général, on la plaçait et voilà. Puis il y a eu après toute cette période, cette mouvance du loft, où les gens, où le métier n'a plus eu besoin de professionnels pour écrire des chansons. Le gimmick, c'était faites-le vous-même. Donc les chanteuses faisaient leur texte eux-mêmes, leur musique elle-même, ou les chanteurs, voilà. Et donc, et quand mon ami Langhoff est mort, j'ai eu un déclic bizarre. Je me suis senti un peu comme si le pion à l'école avait sifflé la fin de la récréation. Je me suis retrouvé seul. Et c'est là que j'ai commencé à me faire infiltrer par la notion de l'âge. J'avais une soixantaine d'années et j'ai eu cette image vous savez, quand on est au Mont-Saint-Michel, qu'on ramasse des étoiles de mer ou des coquillages sur la plage, alors que la mer est encore très loin, à 2 kilomètres, et d'un seul coup, vous vous retournez, vous avez les vagues qui vous lèchent les pieds. Vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? La mer était très loin, il y a 5 minutes, et puis là, ça y est. Donc j'ai eu d'un seul coup cette impression. Je me suis dit, l'âge qui est arrivé d'un seul coup, pas la vieillesse, parce que je me sentais pas vieux, mais l'âge est arrivé d'un seul coup. Donc c'est à cette époque que j'ai écrit d'ailleurs une chanson avec Romano Musumara qui a fait la musique, et le texte reflète cette période où j'ai commencé à me sentir que je franchissais un pas, quoi. Donc le texte, ça s'appelle C'est passé si vite. Mon verre à la main, j'évolue parmi tous ces gamins. Je m'ennuie un peu dans ce cocktail. L'air de rien, je me mêle à leurs phrases. Moi, je me sens bien, mais eux, distants, me regardent. Ils m'appellent monsieur, très poliment comme si j'étais sérieux, moi qui n'ai jamais mis un sou de côté, qu'une odeur de terre mouillée met en larmes. Quel est-il ce vent qui m'a tourné la page? Alors, me reviennent Hula Hoop et Scooby-Doo, mon père en maillot de corps qui se rase au coupe-chou, mes devoirs sur la table en formica, Zampano la strada. C'est passé si vite. À vivre à tes côtés, je n'ai rien vu venir tant tu restais, contre vents et marées égales et belles, c'était comme vivre à l'hôtel en voyage. Mesdames les années ont mis ça sur mon ardoise. Alors, me reviennent les paillettes de Travolta. Ma fille, son ours contre elle, endormie dans mes bras. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Où sont partis? Solex et Patchouli, c'est passé si vite. Évidemment, c'est très typé de ma génération. Solex, Patchouli, la table en formica, Zampano, la strada, mon père qui se rase au coupe-chou à la fenêtre.
évidemment, c'est très typé. Si j'écrivais une chanson à un quadra, maintenant, je serais obligé de prendre ses codes à lui, ses référents à lui. Mais donc, c'est à cette époque-là, parce que ça m'est arrivé, effectivement, cette histoire de cocktail. Voilà, je m'ennuyais un peu, c'est vrai, puis mon verre à la main, je me suis mêlé à un groupe de trentenaires comme ça qui parlaient, et ils m'ont regardé comme si j'étais, vous voyez, euh, comme dans ces films Ghost, je crois, où le garçon est mort et lui ne sait pas qu'il est mort. Il survit, sa conscience survit et il vient voir son ami, son amour qu'il a laissé, et il lui parle et tout, puis elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas, il est mort, mais lui, il comprend pas pourquoi, parce que lui, il la voit, il lui parle et tout. Donc, j'ai eu, avec ces gamins-là, cette sensation-là d'être transparent, d'être inexistant. Ça a commencé comme ça. J'ai commencé à me détricoter comme ça, tout en restant très actif. Juste eu ce problème avec mon mental. Après est venu mon problème physique. Alors que, encore une fois, c'est pas par hasard que j'ai parlé de mon physique. Je porte un chapeau aussi à cause de ma calvitie et parce que mon père portait un chapeau comme ça à la Harrison Ford, Indiana Jones, quand il était maçon, pour pas que le ciment lui rentre dans le cou. Parce que voilà, quand il portait les sacs, et comme je trouvais mon père beau, j'ai adopté le chapeau. Donc j'avais ce chapeau à la Indiana Jones bien avant les aventuriers de l'Arche perdue. Mais ça m'a valu d'ailleurs qu'on me compare à Harrison Ford, ce qui était très flatteur. Tout ça pour vous dire, c'est pas pour me vanter de faire du Hollywood, c'est que j'ai pas vraiment le profil, quand j'arrive quelque part, de quelqu'un à qui on va donner une chaise pour qu'il s'assoie, vous voyez, ou qu'on va bichonner parce qu'il est vieux. Donc voilà. La deuxième étape annonciatrice de mon âge, ça a été il y a quelques années dans le métro, quand des jeunes femmes se précipitaient pour me donner leur place. Ça m'a fait drôle, d'autant plus que je tenais la barre du métro bien, j'étais droit comme un i, j'étais voilà, costaud, donc je comprenais pas. Je comprenais d'autant moins qu'il y avait des vrais vieux, entre guillemets, à côté, qui étaient l'œil jaune, la lèvre tremblante et au bord de l'apoplexie. Alors je disais aux femmes, bah, donnez à monsieur plutôt, moi ça va, je viens de faire un déménagement. Et c'est vrai à 65, 70 ans encore, je faisais des déménagements, de monter la machine à laver au troisième étage pratiquement tout seul, avec juste quelqu'un qui me guidait, voilà. Donc ça m'a fait bizarre. Ce rapport physique m'a fait un choc, autant comme avec le mental, comme tout à l'heure avec ma chanson. Que les gamins veulent pas m'embarquer dans leur conversation, je comprenais un peu. Il y avait un décalage générationnel par le parcours, par le vécu et tout. Moi, je suis de la génération baby-foot flipper, et pas du tout de la génération Internet, iPhone, donc ce genre de choses. Même si je me suis adapté, j'étais obligé de m'adapter. Pour en revenir à ce que j'ai fait, après je reviendrai sur ce deuxième choc physique. J'ai écrit des chansons, j'ai été musicien longtemps, jusqu'à 28 ans, de 18 à 28 ans. J'étais musicien partout, dans toute la France, en Belgique, en Allemagne, et ça. J'ai écrit des chansons, j'ai vécu de mes droits d'auteur longtemps, donc je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a chapeauté, qui m'a dit ce que j'avais à faire. J'ai jamais été, j'ai toujours été libre. Voilà, donc je pense que la notion de liberté est très importante
pour la notion de vieillesse. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on arrive en entreprise à la machine à café, et puis que si vous arrivez en retard et que votre supérieur vous montre que vous êtes en retard et tout, on prend vite la notion du temps qui passe, et quand quelqu'un prend le pouvoir sur vous, vous vous sentez un peu diminué. Donc j'ai pas eu ça. Et donc j'ai fait ça, j'ai écrit des livres, j'ai fait le nègre, comme on dit, pour des livres, on dit ghostwriter maintenant, on dit plus nègre. J'ai toujours vécu de mon écriture, j'ai fait de l'événementiel, j'ai travaillé à Réservoir Prod chez Delarue, justement, où j'étais concepteur, rédacteur, avec, avec des jeunes. C'était très drôle d'ailleurs, parce que c'était en 2000, et en 2000, je suis arrivé, moi, avec mon cahier à spirale. Et, euh, et les jeunes garçons qui étaient là, à Réservoir Prod, qui avaient 25-30 ans, m'ont briefé pour me servir d'un ordinateur. Et puis ils me disaient, voilà, donc ça tu le mets sur ton bureau. Alors moi je regardais en dessous de l'ordinateur, où était le bureau. Il me dit, non, non, le bureau sur l'ordinateur. Ah bon? Alors, vous voyez, donc je suis passé du cahier à spirale à l'ordinateur comme ça. Pareil avec les favoris, mets ça dans tes favoris. Pour moi, un favori, c'était un cheval de course. Je pense que la vieillesse, c'est se laisser gagner par le progrès, se laisser déborder par le progrès. Moi non, je me suis adapté. Je sais me servir d'un ordinateur dans tous les sens, de toutes les fonctions d'un téléphone portable. Je pense que ça participe de ça aussi, de se laisser aller, au même titre que quand on se laisse aller à manger n'importe quoi, à boire des sodas et tout, on grossit, voilà. Donc j'ai toujours fait attention et à mon physique en faisant du sport et en dépassant pas les 100 kilos, et en, en entretenant ma tête pour être toujours dans la course. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai très mal vécu cette histoire de métro où on me laissait la place. Mais j'ai eu quand même des explications qui m'ont rassuré. Donc, on m'a dit que c'était mon chapeau qui faisait vieux pêcheur, donc voilà. Et c'est vrai que quand je mettais pas mon chapeau, même avec ma calvitie, on me laissait pas la place. Donc c'est des petits trucs comme ça qui m'ont rassuré. Non pas que je veuille faire jeune absolument et le plus longtemps possible. Je trouve ça pathétique de vouloir absolument rester dans la course avec sur l'apparence. Je me suis souvenu aussi de mes 20 ans, avec cet électrochoc du métro. Je me suis souvenu de mes 20 ans qui étaient, pour ma génération, qui était un âge mythique. Il y avait beaucoup de chansons avec 20 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans. Hier encore, j'avais 20 ans. Les trucs de Léo Ferré, tout ça. Et quand j'ai eu 20 ans, j'habitais dans un bled à côté de Pont-de-Mer, à 30 km de Deauville. Et le matin de mes 20 ans, je pensais qu'il allait m'arriver quelque chose d'extraordinaire. Je pensais que le monde entier allait se téléphoner pour me dire Francis a 20 ans et tout. Mais en fait, tout le monde s'en foutait. Je suis parti à Pont-de-Mer, justement, tout seul. J'ai pris le car et j'ai fait deux ou trois bistrots où j'ai bu du rhum coca, et j'ai fait les magasins et puis il se passait toujours rien. Je croyais qu'il allait vraiment se passer quelque chose. C'était tellement incroyable. Et je suis rentré le soir parce que j'avais plus d'argent. Je suis rentré en stop. Il y a une camionnette de travaux publics qui m'a pris. Et je suis arrivé chez mes parents. Et à 8 heures du soir, mes parents m'ont dit, mais qu'est-ce que t'as fait, mon gars? On t'attendait. Et à ce moment-là, j'ai mangé avec eux. J'étais d'une tristesse incroyable. Et ma mère a sorti le gâteau qu'elle avait fait du four, du frigo, un moka avec les 20 bougies. Et là, mes yeux ont giclé, les larmes m'ont giclé des yeux. C'était, voilà. C'est le souvenir que j'ai de mes 20 ans. Et ça, évidemment, ça reste extrêmement prégnant.
Évidemment, à cet âge, j'avais pas peur de vieillir, surtout j'enchaînais avec la musique. Puis j'ai été gâté j'avais les Beatles dans mon café au lait, les Stones, Led Zeppelin, tous les groupes anglais fabuleux, Loving Spoonful, Herman Hermitsou, j'avais tout. Et, et, et c'est fou, parce que quand on est gâté comme ça, on se rend pas compte qu'on est gâté. Comme ces années, les 30 glorieuses que ma génération a eu la chance de connaître, on se rend pas compte qu'on est venu juste après la bagarre et que on va retourner dans la bagarre. Je veux pas faire mon pessimiste, mais ça s'annonce pas spécialement bien. J'ai eu une chance incroyable de vivre cette époque. Et évidemment, j'avais des rêves à 20 ans, des rêves de gloire et tout ça, mais en fait, j'ai pas eu le temps d'avoir des regrets. J'étais tellement pris dans le tourbillon des groupes. J'étais guitariste de Little Bob au début. J'avais une désinvolture incroyable, une arrogance. Quand on est jeune comme ça, avec cette arrogance, qu'on voyage, on joue un jour à Lyon, le lendemain à Bruxelles, comme ça, on pense pas du tout. C'est la phrase de Dylan qui dit le bonheur n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. Donc moi, mon bonheur, il était le chemin. C'était mes copains avec qui je faisais de la musique, c'était les camions, les voyages dans le camion avec le matériel, on s'arrêtait, on jouait. Voilà. Donc j'ai pas eu le temps. Après, je me suis mis à écrire des chansons. Ça, tout de suite, ça a marché. J'étais très copain avec Sylvie Vartan. J'étais très ami avec Eddie Vartan, son frère, qui m'a fait travailler, que je faisais pratiquement toutes les chansons sur les albums de Sylvie. Donc je voyais pas, j'avais aucune notion d'ambition bafouée, de choses comme ça. C'était formidable. Quand j'étais au lycée, ce que je voulais moi, c'est être prof de quelque chose pour avoir des vacances. Donc je voulais continuer ça en étant prof, mais j'ai été mieux que prof, c'est que j'ai vécu de ma musique et de mon écriture. Donc j'ai pas eu de regrets du tout, ni de rêve de gloire bafoué, et, et, et j'avais pas peur de vieillir, pas du tout. Les années pouvaient passer, 40, même à 40, 45, je continuais. À partir du moment où je travaillais en binôme avec Langolf, on s'enfermait dans le studio à 9 heures du soir, on sortait à 9 heures du matin. On n'a pas le temps de dire, tiens, j'ai pris un coup de vieux, bah tiens, c'est bizarre. Non, voilà. Comme je précisais précédemment, c'est surtout quand mon ami est mort, avec qui je faisais toutes mes chansons pratiquement, c'est quand il est mort que j'ai eu la conscience des dégâts, quoi, de la vraie vie au sens péjoratif, quoi. C'était la réalité. La réalité m'est tombée dessus comme une chape de plomb, quoi. Et puis après, il y a eu la société, le changement de société, où justement on n'a plus eu besoin de professionnels comme lui et moi, où tout le monde a commencé à faire ses chansons soi-même et donc j'étais obligé, je me suis recyclé dans l'écriture de livres en faisant ghostwriter, comme je disais tout à l'heure, et pour survivre, mais j'avais pas l'impression de faire des sacrifices. Voilà, je continuais à être mon propre patron, et donc j'avais pas de notion, pas de marqueur de vieillesse. Cette société, je sentais bien qu'elle était beaucoup plus intransigeante, beaucoup plus sauvage, qu'il fallait avoir des réseaux, ça se basait plus sur le sérail, il fallait des réseaux. Je basculais autre part, mais occupé à survivre dans mon métier. Encore une fois, je n'avais pas le temps de m'occuper de la vieillesse. J'étais comme si comme si j'avais mis le chien à la niche, quoi. Reste là-bas, je t'appellerai tout à l'heure. Voilà, donc j'avais pas du tout. La vieillesse était
extérieur à moi. Puis ça n'arrivait qu'aux autres. Ça ne m'arrive pas qu'à moi. Et encore maintenant, le 7 de mes 70 ans me fait bizarre parce que ça me rappelle mes parents quand ils disaient ah ben Marcel il est à la retraite, il a 70 ans et tout, ça fait sanction quoi, ça fait et puis en plus le Covid a rien arrangé là avec les plus de 70 ans et tout, mais encore une fois, je ne me sens pas du tout de cette. C'est particulier. On peut pas faire une généralité avec les âges, dire mettre dans une case, dire voilà, lui c'est un vieux parce que il a cet âge-là. Moi, je me sens pas vieux. J'ai des gamins de 40 ans qui sont plus vieux que moi. Et d'ailleurs, en parlant de déménagement, j'ai fait des déménagements avec des jeunes de 35 ans où ils disaient, bon, on va boire une bière et après on va monter le frigo. Alors moi je disais non, moi la vieille école, je dis non, non, on va d'abord monter le frigo, d'abord l'effort et après la récompense. Donc je me sens pas vieux du tout physiquement, sexuellement non plus. Je dirais même que je suis de plus en plus fasciné par la femme. C'est une chose qui m'exalte. J'ai une fascination pour la femme, pour le sexe, et je suis pas du tout à la ramasse de ce côté-là. Euh, Peut-être parce que j'ai pas fait d'excès, j'ai fait attention à moi, avec une espèce d'hypocondrie chevillée au corps. J'ai pas fait d'abus d'alcool, ni de sucre, tout, donc effectivement, j'ai pas de diabète, j'ai pas de problème érectile et je suis toujours sur le pont. Ça peut surprendre. C'est pour ça que, sans vouloir faire le malin, mon parcours est assez particulier. J'ai l'impression, à mon âge, là, je suis arrivé à 70 ans, que j'ai pas encore commencé à vivre. Et c'est très bizarre comme impression. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est un galop d'entraînement. Et que maintenant, je dis, bon, maintenant, stop, maintenant on va y aller. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, j'ai écrit des livres érotiques pour Brigitte Lahaie. Mes deux copines, c'est Brigitte Lahaie et Marilyn Jess, qui sont des égéries du film X des années 70. Et voilà, donc effectivement, quand je raconte ma vie devant des trentenaires ou des quadras, que je raconte mes rencontres, les chansons, que j'ai fait 2 albums pour Delpech, que j'ai vécu avec lui pour ses albums, que pareil avec Sylvie Vartan ou d'autres, plus que j'ai écrit pour Patricia Cass et que j'ai fait des bouquins sur machin, et que j'ai fait de l'événementiel, et j'ai travaillé chez Delarue et tout. Les jeunes me disent, mais combien tu as vécu de vie et alors que j'ai l'impression de n'avoir rien fait encore. J'ai l'impression de ne pas avoir commencé, de dire, bon, maintenant, ça, c'était des petites mises en jambes, et maintenant, je vais y aller. Je vais faire un truc qui va rester. J'en suis au stade où j'ai envie de faire quelque chose d'estimable dans ma vie. Alors, quand je dis ça, on me regarde, mais tu te rends pas compte la chance que tu as eue. T'as écrit pour des artistes connus, les gens que tu connais, tout ça, c'est le carnet d'adresses que t'as réussi. Et moi, j'ai pas l'impression. Pour moi, réussir, il faudrait que tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, j'en fasse une synthèse et que j'en fasse une chose humaine, une chose magnifique, quelque chose d'estimable qui me permette de quitter ce monde en paix avec moi-même. Et je l'ai pas encore. Je suis encore agité. Je suis agité comme un jeune, quoi. Je suis tout fou. Je suis passionné. Puisqu'il s'agit de mon expérience, je me considère comme vraiment chanceux, comme quelqu'un de très chanceux. J'ai saisi les opportunités quand il fallait les saisir. J'ai eu des épreuves aussi, hein. J'ai perdu mon œil droit avec un bouchon de champagne. Ça fait pas très guerrier, mais et voilà, il y a une trentaine d'années. C'était une épreuve difficile. J'ai perdu mes meilleurs amis, mes copains musiciens, mes parents, ma sœur, et tout. Mais j'ai surmonté toutes ces épreuves sans me laisser abattre. Ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un de jeune, c'est de faire
ce qu'il a envie de faire. Surtout pas d'être contrarié, comme un gaucher contrarié qu'on veut absolument faire écrire de la main droite. C'est le pire de tout. C'est-à-dire que si le jeune a envie de partir au Nicaragua, faire de l'humanitaire, qu'il y aille, quoi, qu'il soit pas contrarié, parce que ça reste. C'est le principe de l'ulcère à l'estomac quand on ne fait pas quelque chose et ce qui nous reste sur le ventre. Et évidemment, mon exemple, moi j'ai eu beaucoup de chance, donc je peux pas donner de conseils en ayant beaucoup de chance. C'est comme si un gros gagnant en loto donnait des conseils de vie à quelqu'un qui gratte le tac au tac au bistrot du coin. Il y a une disproportion. Donc moi, j'ai conscience d'avoir un talent d'écriture, c'est pas de la vantardise, et de m'en être bien servi. Mon ami Langolf m'a beaucoup aidé aussi parce que j'avais tendance à avoir un caractère intransigeant. Lui, il avait un caractère. Sa mère, c'était plus Marthe Villalonga. Mon fils, le plus beau et tout, voilà. Alors que moi, ma mère, polonaise du Nord, c'était plutôt genre reste à ta place, baisse la tête, dis bonjour au monsieur, n'oublie pas que tu n'es rien, voilà. Je me suis battu contre ça et c'est peut-être pour ça que j'ai surmonté beaucoup de choses. Mais mon ami Langolf m'a beaucoup aidé là-dedans. J'ai pas de conseils à donner à une jeune génération, simplement de pas se brider de plaisir ou d'une ambition secrète ou quelque chose comme ça. Aussi bien la période va être de plus en plus difficile. Moi, j'ai vécu une époque où, dans mon village, là, à côté à 30 kilomètres de Deauville, où il y avait un chômeur dans le village. Ma mère voulait pas que je joue avec le fils du chômeur ou de la divorcée. Il y avait un chômeur et une divorcée. Donc maintenant, c'est le contraire. Ma mère voudrait que je joue avec le fils du mec qui a du boulot et le fils du mec qui est marié. Voilà. C'est complètement différent. Et j'ai suivi toute cette évolution d'une façon bon enfant. Et c'est vrai que là, à 70 ans, quand je me retourne, je me rends compte de la chance que j'ai eue, la chance que j'ai eue de ne m'être privé de rien et de m'être laissé porter comme ça par les opportunités. Des fois, c'est bien aussi de ne pas avoir un plan de carrière, de se laisser porter. Et puis, j'ai rencontré des gens merveilleux. Voilà. Le conseil que je donnerais, surtout à des jeunes, c'est de rencontrer des gens, de l'aventure humaine. Quand on se lève le matin, c'est comme si on avait sur son palier une pelote de laine avec un petit bout de laine qui dépasse. Et il y en a qui tirent ce petit bout de laine le matin et d'autres qui laissent la pelote compacte. Moi, je fais partie de ceux qui tirent le petit bout de laine et qui déroulent. Des fois, on a des mauvaises surprises. On déroule des preneurs de tête, des emmerdeurs, des galères et tout. Mais des fois, il y a des bonnes surprises. Donc, voilà, ce conseil que je donnerais, c'est de dérouler le petit bout de laine et de rencontrer des gens. De dire à l'aventure humaine, viens, on y va. Voilà. Je suis content d'avoir donné mon témoignage. Merci beaucoup Francis d'avoir pris le temps de nous raconter ton histoire. Beaucoup de sujets différents sont abordés dans ton récit et ils témoignent tous de la façon dont personnellement tu t'es rendu compte que ton âge avait avancé et que les gens ne te regardaient plus pareil. Et j'imagine que ça doit être la même chose pour tout le monde. Moi par exemple, j'ai du mal à me projeter et à m'imaginer parce qu'à mon âge c'est un peu compliqué, mais par exemple mon père me parle souvent qu'il sent une espèce de transition quand il est avec des jeunes et qu'il se rend compte que petit à petit il devient invisible, qu'on ne l'écoute plus comme avant, et que finalement, même si au fond de lui, c'est toujours la même personne qu'à 25 ans, quand il est avec des personnes de 25 ans, on lui fait bien ressentir que non. C'est quelque chose dont personne ne parle et pourtant je suis persuadée que énormément de personnes le ressentent, donc merci d'en parler. Dans l'épisode spécial que j'avais fait avec Alexandre, qui a 34 ans, il m'avait parlé de la peur de voir vieillir les gens qu'il aime, et donc de les voir partir. Il avait plus peur de voir ses amis et sa famille vieillir que de vieillir lui-même. Du coup, ce que tu as vécu,
ça me fait penser que, effectivement, au jour le jour, on ne se voit pas forcément vieillir et on ne s'en rend pas vraiment compte. Mais quand des événements comme ça nous arrivent, perdre des proches ou se sentir exclu, toutes ces choses, ça fait partie de la vie et on n'est jamais vraiment prêt à ce que ça nous arrive. Donc encore une fois, merci d'en parler. Je ne vais pas forcément revenir sur tout ce que tu as dit parce que tu l'as très bien raconté avec ton émotion, ton ressenti, puisque c'est ton histoire. Donc je vais juste terminer ici et te remercier une fois de plus de parler de tous ces sujets qu'on n'aborde jamais. D'ailleurs, tu en parles beaucoup de tous ces sujets sur ta page Facebook et c'est génial, continue, parce que non seulement j'imagine que ça te fait du bien à toi, mais ça permet à beaucoup de gens de se rendre compte de la réalité de ce que c'est de vieillir dans une société qui met tout en œuvre pour exclure les vieux. Merci à tous d'avoir écouté et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Rétrospective.